C'est un grand débat dans le pays depuis le 4 janvier dernier où la Cour constitutionnelle a rendu sa décision DCC 24-001 en demandant aux députés d'harmoniser l'égalité de pouvoir entre parrain maire et parrain député dans le cadre des élections générales de 2026. Au moment où le député Hassan Seibou du groupe parlementaire Bloc républicain a introduit une proposition de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale et que Nathan Ake du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau a quant à lui introduit une autre proposition de loi portant relecture du code électoral, eh bien, le député Nourenou Attiadé a également introduit à l'Assemblée nationale une autre proposition de loi portant relecture du code électoral. Le texte prévoit, entre autres dispositions, la suppression du quitus fiscal pour tout dossier de candidature aux législatives, la baisse du taux de pourcentage obtenu par les partis politiques pour désormais lever tout siège au Parlement, etc., etc. Alors, que comprendre de cette proposition portée par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates? Nous recevons sur ce plateau l'auteur de ce texte introduit au Parlement, honorable Nourenou Attiadé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Oui. Vous êtes président par ailleurs du groupe parlementaire Les Démocrates ici à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors déjà d'entrée, pourquoi avez-vous jugé utile d'introduire une proposition de loi portant relecture du code électoral? Est-ce parce que vos collègues ont fait qu'il fallait faire quelque chose ou pas? Non, pas du tout. Je suis député au même titre qu'eux. Et j'ai le droit de faire ma proposition de loi, ce que j'ai fait. J'ai utilisé mes prérogatives et vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle a émis un avis et qui nous demande de rétablir l'égalité entre les maires qui seront élus en 2026 et ceux en exercice en ce moment. Et nous avons jugé, et comme vous le savez, on avait rencontré le chef de l'État et le parti Les Démocrates et nous lui avions dit qu'il y a des dispositions du code électoral qui ne permettent pas l'inclusion des élections dans notre pays, qui ne permettent pas la transparence et qui sont source de conflits et qu'il faut les revoir. Et il avait promis de nous soutenir dans notre démarche et qu'il fallait mettre ça en forme pour que ça soit revu. Donc, c'est cette démarche, ces différentes démarches que nous avons depuis, à la recherche de la paix, à la recherche des élections inclusives, à la recherche des élections transparentes, qui nous ont amenés à faire cette proposition parce que pour toute élection dans notre pays, une élection transparente, c'est le code électoral qu'il faut viser. C'est ça. Et il y a eu, avant vous, des propositions. Par exemple, Nathan Ake du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau a voulu qu'on relise le code électoral, mais vous aussi. Sauf que les dispositions que vous avez visées ne sont pas forcément les mêmes que celles que lui, il a visées. Dans votre proposition, qu'est-ce que vous entendez réformer? Oui. D'abord, nous avons répondu à la préoccupation de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, si vous suivez très bien la Cour constitutionnelle, dans sa démarche, dans ses considérants, je crois que c'est à la page 7, la Cour constitutionnelle dit que le parrainage des députés n'a aucun problème. OK? Que c'est la 9e législature qui est à même apte à parrainer. Alors, il reste que les maires. Il y a certains qui déjà et du 1er février au 5 février seront déjà élus les nouveaux maires. Oui. Et dans ce cadre-là, puisque c'est le 5, le dépôt des dossiers de candidature, ces maires-là pouvaient aussi prétendre à parrainer, ce qui fausse le jeu. Et c'est ça que la Cour a voulu qu'on rétablisse. Alors, si les députés de la 9e législature peut parrainer. Ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte que
les maires qui sont en place actuellement parrainent. Parce que l'installation du maire court du 1er février au 15 février. Donc, il faut sortir la date du dépôt des dossiers de ce engrenage-là pour permettre que les maires actuels votent. C'est pourquoi il faut augmenter le nombre de jours par rapport au dépôt des dossiers de candidature de l'élection à la fonction présidentielle. La loi actuelle dit 50 jours avant le début des campagnes pour le premier tour, il faut déposer les dossiers. Ce qui fait je crois le 5. Ce qui fait le 5, la date, ce qui revient à la date de 5 février. 2026. Alors, il suffit de dire 60 jours avant le début, aucun maire n'est encore installé. C'est ce que nous avons fait. Et ça permet aux anciens maires de parrainer et aux nouveaux députés, aux anciens députés également de parrainer. Mais nous sommes dans le cadre légal. Nous voulons quand même faire justice. Parce que si on dit que c'est les prochains maires et les prochains députés, imaginez que dans notre situation, nous n'avons pas de maire. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Oui, ça ne nous dérange pas, mais... Il y a certains de vos collègues qui estiment que pour résoudre ce problème, puisqu'il faut voir même au-delà de 2026, peut-être même en 2031, 2036, etc., ils estiment que ce n'est pas normal que les élections présidentielles, par exemple, soient organisées avant les législatives. Enfin, que les législatives aient lieu dans ce délai-là, avant la présidentielle, et que peut-être, si on installe une législature là maintenant, alors qu'on ne connaît pas encore le chef de l'État, qu'il y a peut-être des problèmes de lisibilité politique. Et ils ont des problèmes particuliers. Ils ont des problèmes particuliers. Non, dans notre pays, pas répondre comme ça. Je peux répondre comme ça. Pourquoi? Dans notre pays, nous ne sommes pas dans une... comment on dit, dans une... c'est pas une mandature, je crois, hein, on dit une mandature, nous sommes dans une mandature présidentielle et non législative. Un régime présidentiel. Un régime présidentiel et non un régime parlementaire. Oui. Le député n'a aucun pouvoir sur le président. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et vous savez, les élections, c'était 4 ans. Nous les avons organisées comme ça par le passé. Parfois, on organise les présidentielles avant. Parfois, on organise les législatives avant. Ça n'a tué personne. Le problème qui pose à sa source ailleurs, à ces problèmes, ces difficultés ailleurs. Nous pouvons, et je dis, mais on n'était pas là à la 8e législature quand nous avons pris la décision d'organiser d'abord les législatives avant les présidentielles, dans le cadre des élections générales. Qu'est-ce que le problème se pose? Est-ce que nous l'avons déjà testé? Est-ce que nous l'avons essayé, ça n'a pas marché? Quel est le problème? On n'a pas essayé. Ils ont voté. C'est eux-mêmes qui ont proposé. Nous sommes au premier essai. Ils disent ça ne va pas marcher, il faut changer. Non. À quelle école ou comment ont-ils procédé pour savoir que ça ne va pas marcher? Je crois qu'il faut essayer ça. C'est eux qui ont proposé. Et il faut aller modifier la Constitution pour revenir sur ce qu'ils sont en train de dire. Non, nous on pense que à l'heure actuelle, on ne peut pas modifier la Constitution. Il vaut mieux essayer ça. Et ils savent, la Cour constitutionnelle, dans sa lecture, a vu que on peut modifier, on peut faire ces différentes modifications sans toucher à la Constitution. Et c'est ce que nous avons proposé. Très bien. Et une fois que vous avez proposé cela, vous êtes allé au-delà de cette proposition. Oui. Président Atchade, vous avez par exemple suggéré qu'on puisse retoucher à la question du quitus fiscal, par exemple. Oui. Pourquoi? Nous avons proposé qu'on retouche à plusieurs articles. Je vous ai dit à l'entame que les questions qui ne permettent pas la paix dans le pays, des questions qui ne permettent pas la transparence, il faut les toucher. Nous avons demandé à ce qu'on touche à l'article qui concerne
le coordonnateur d'arrondissement. Je crois que c'est l'article 37 par là. Nous avons demandé de modifier l'article pour que, au lieu que ce soit le coordonnateur d'arrondissement, que ce soit la commission d'arrondissement. Pourquoi? Parce que le coordonnateur d'arrondissement, c'est un homme. Il est corruptible. Et nous l'avons vu par le passé, à plusieurs endroits, dans beaucoup d'arrondissements. Ils ont été faillibles. Ils ont failli amener le pays dans le désastre. Il ne faut pas malgré ça, vous êtes là aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Certains diraient que si ça avait été si catastrophique, peut-être ne seriez-vous pas vraiment déclaré à même de siéger à l'Assemblée. Peut-être que je serai là avec beaucoup plus de députés. Peut-être que je serai là avec beaucoup plus de députés. Je vais vous rappeler, au Mali, c'est parce que dans la capitale, le parti au pouvoir a triché et a volé des députés, a fait tout possible pour faire élire le fils du président de la République, qu'avec des mouvements, le coup d'État est intervenu par la chute. Ça, c'est le Mali. Le Bénin est aussi un pays. On peut en arriver. On peut en arriver. Parce que lorsque vous tripatouillez les élections, lorsque vous volez les élections, c'est arrivé au Niger, c'est arrivé comment vous appelez, au Burkina Faso, c'est arrivé en Guinée. Quand vous tripatouillez les élections, quand vous tripatouillez les tests, la suite, c'est qu'un kidam qui a les armes qui vous dit arrêtez. Mais nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. Nous sommes des politiques. Les hommes en armes, lorsqu'ils viennent, ils ne connaissent pas l'opposition, ils ne connaissent pas la mouvance. Ils mettent tout le monde au pas. Donc nous ne souhaitons pas. Pays que vous avez cités, les gens brandissent beaucoup plus des arguments sécuritaires, lutte contre le terrorisme, etc. On a l'impression que c'est justement les pays dans lesquels il y a eu juste c'est des arguments, oui. Vous avez dit, c'est des arguments. D'accord. Mais lorsque le politique fait le lit à ça... Donc c'est pour corriger cela. Oui. Vous pensez que nous n'avons pas de situation sécuritaire dans notre pays? Nous n'avons pas le djihadisme au nord? Mais lorsque nous ne nous entendons pas, lorsque nous faisons le lit à ça, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Mais même dans ce que vous proposez, quelle garantie avez-vous peut-être que même l'équipe ne sera peut-être pas aussi faillible? Corrompre plusieurs personnes, c'est plus difficile que corrompre une seule personne. C'est ça. Lorsque c'est une commission et que chacun des membres de commission ont la copie du travail qui est fait, c'est différent de lorsqu'une seule personne a la copie et qui peut aller se mettre de côté et modifier la copie. D'accord. Mais c'est que nous parlons avec preuve, avec expérience. Ça s'est passé. Et nous avons des gens qui sont assis aujourd'hui au Parlement et qui ont bénéficié de cette situation. Nous ne voulons pas que... Demain, ça peut être à leur désavantage. Ça peut être à leur avantage. Mais nous souhaitons que tout soit dans les normes. Très bien. Et j'ai parlé du mais vous avez parlé du quitus fiscal, oui. Les élections qui viennent, les élections couplées, c'est communales et législatives. Nous avons 1815 à la date d'aujourd'hui conseillers communaux. Avec leurs suppléants, ça fait 1815 fois 2. Oui. 1730. Par parti politique. Les élections passées, il y a 7 partis politiques qui ont concouru pour les législatives. Pour les communales, il peut avoir plus. Supposons qu'il y a 10 partis politiques qui concourent. 3800 et 1000, j'ai dit tout à l'heure, 3730 par parti politique. Ça veut dire que c'est le nombre exact. Mais je suppose qu'il y a 30% de plus. Parce que ce n'est pas tous ceux qui demandent qui sont sur la liste. Donc, on peut aller à 2000, 2100 par parti, quitus fiscaux par parti politique. Oui. Alors, lorsqu'il y a 10 partis politiques, vous avez 20 000 quitus fiscaux à demander, 20 000 dossiers à fouiller, à farfouiller pour trouver il est juste, il est à jour, il est ceci.
pour délivrer les quitus fiscaux. Et nous avons 109 candidats pour les élections législatives fois 2, fois le nombre de partis qui vont concourir. Donc, nous nous trouvons autour de 5000 dossiers que la direction des impôts doit pouvoir fouiller et délivrer. Vous imaginez, la direction des impôts n'a pas les ressources humaines et techniques pour le faire. Non, pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Attends, je vais aller jusqu'au bout. Oui. N'a pas le personnel adéquat pour le faire. Et je sais, pour les élections communales passées, ce qui a été fait. C'est une déclaration sur l'honneur. Et le parti politique fait la liste, vous envoyez, il délivre. Parce que c'était incontrôlable, c'était ingérable, ce n'était pas possible. Deuxièmement, nous avons remarqué depuis 2019 qu'il y a une rétention pure et simple qui se fait par rapport à la personne qui demande et par rapport également aux partis politiques. Et c'est pourquoi nous avons dit c'est une pièce, c'est une arme d'exclusion massive. Comme vous le savez, c'est l'administration qui délivre. Et le patron de l'administration est politique. Et il a des adversaires politiques. L'administration est impartiale dans ces cas de figure et nous pensons que nous sommes le seul pays au monde qui aujourd'hui a le quitus fiscal dans la composition des pièces pour aller aux élections. Et pourquoi ça doit être le cas au Bénin? Sur la question du quitus fiscal, oui. Est-ce que logiquement, lorsqu'on met une telle pièce dans les dossiers de candidature, est-ce que ça ne témoigne pas de l'intégrité fiscale, de l'honnêteté du citoyen qui veut gérer quand même la cité? Est-ce que vous pensez Est-ce que peut-être la solution ne serait pas de mettre peut-être des contraintes du côté de la Direction générale des impôts pour qu'elle puisse se mettre à jour, mettre des délais peut-être pour délivrer le quitus fiscal? Dans la loi actuelle, il y a eu des contraintes. Mais nous étions à la Cour constitutionnelle avec le directeur des impôts. Mais il a argué de ce qu'il n'avait pas suffisamment de personnel pour traiter à temps les dossiers. Et deuxièmement, j'avoue que les dispositions actuelles contiennent ce que vous êtes en train de dire. L'homme ne peut pas donner plus que sa capacité. Oui, mais pour moi, les pauvres camarades, avec les quitus fiscaux, vous êtes quand même élu aussi. Les pauvres camarades qui sont là, directeurs des impôts, techniciens, mais on les chicane pour rien. On les chicane pour rien. Je dis, il y a des quitus fiscaux qui sont délivrés et qu'on a retenus. Et c'est sous pression, les gens ont obtenu ça et que lorsque vous prenez, vous regardez la date de délivrance, c'est il y a 2 semaines avant. Mais pourquoi n'a-t-on pas donné à temps les quitus fiscaux? Ce n'est pas normal. Ce que nous disons, il faut être dans l'arène pour comprendre ce que nous disons. Le quitus fiscal est devenu une arme d'exclusion. Et ce n'est pas pour les partis de l'opposition seuls. Lorsque vous êtes dans le viseur, vous êtes du parti de la mouvance, et que vous êtes dans le viseur que vous ne devez pas aller aux élections, vous n'avez pas votre quitus fiscal. Il y en a qui l'ont. On se connaît, on est béninois. Mon cher ami, nous sommes béninois. Chacun sait ce que chacun fait au Bénin. Il y en a qui l'ont, vous vous étonnez de comment il a. Comment lui, il a pu l'avoir. Donc, moi, je dis, je vous dis et je répète, c'est une arme d'exclusion. Et nous sommes les seuls pays au monde qui avions encore ça dans notre arsenal. Je l'ai dit, au Sénégal, ils avaient ça, c'est là on a copié au départ. Ils ont sorti ça de leur loi. Pourquoi nous on maintient? C'est pour quelle raison nous on maintient? Peut-être pour... j'ai parlé d'assainissement des finances. L'assainissement des finances. Aujourd'hui, je félicite... C'est un peu comme le casier judiciaire. Je félicite, s'il vous plaît, je félicite ce qui se fait
par rapport à l'assainissement de notre économie. Je félicite ce qui se fait par rapport à la digitalisation des recettes. Vous allez dans un bar, vous mangez aujourd'hui, on vous sort votre reçu, vous regardez, vous payez la TVA. Mais ça se fait dans beaucoup de pays. En Afrique du Sud, dans les grands pays, ça se fait. Mais je suis d'accord qu'on fasse ça. Mais qu'on chicane les gens politiquement avec ça parce que on dit c'est une manière. Mais quel quitus fiscal le ministre et les ministres du gouvernement ont fourni pour être membre du gouvernement? D'accord. Quel quitus fiscal les membres de la Cour constitutionnelle ont produit pour être membre de la Cour constitutionnelle? Moi, je suis député, je suis à une plus haute fonction que les ministres. Les conseillers communaux, ils sont à une plus haute fonction que les ministres, que les membres de la Cour constitutionnelle. Ont-ils produit un quitus fiscal pour être nommé? Non. On cherche à mettre les barrières. C'est comme on a mis le certificat de conformité pour éliminer. D'accord. En 2019, le jour où ils ont trouvé le certificat de conformité, c'est le jour où ils ont distribué le quitus fiscal à tout le monde. On les a déjà éliminés. On va évoluer avec peut-être d'autres choses que vous avez demandé, puisque aussi le temps presse. Peut-être avez-vous souhaité aussi qu'on puisse revoir à la baisse le taux qu'il faut avoir en termes de suffrage exprimé au plan national pour lever les sièges à l'Assemblée. Actuellement, c'est 10%. Mais vous proposez qu'on en arrive à 5%. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour, je vais dire, fragiliser la réforme politique? Puisque on a entendu le chef de l'État dire, si vous proposez des réformes pour consolider lui, il soutiendrait, mais le contraire, non. Non, consolider ne veut pas dire augmenter le pourcentage. Pour les législatives, même les communales, c'est 10%. Nous n'avons pas fragilisé. Nous avons dit qu'il faut aller à 5%. Même à 5% à la date d'aujourd'hui, pour les élections passées, aucune autre formation ne passait. C'est les 3 qui sont passés là. Parce qu'après les 3, aucune autre formation n'a eu 5%. Ça témoigne peut-être de la force des partis, non? Oui. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au lieu d'éliminer les partis politiques par ce canal, il vaut mieux favoriser peut-être 1-2 formations politiques qui peuvent avoir aussi accès à la vie en ayant quand même si c'est au niveau local, des conseillers pour... Mais ailleurs, il y a des candidatures indépendantes. Mais ces pays-là ne sont pas des pays démocratiques. Au Sénégal, on a des candidatures indépendantes. En Côte d'Ivoire, on a des candidatures indépendantes. Pour les législatives? Pour les législatives. Et pour les locales. Mais pourquoi nous on pense qu'il doit y avoir des partis uniques? C'est peut-être pour faire de vos partis des partis forts, non? Non, on est déjà fort. On est déjà fort. On est déjà fort. C'est l'électeur qui dit qui est fort. D'accord. Ce n'est pas la loi qui dit qui est fort. Donc, moi je pense, j'ai pris l'exemple de Porto-Nouveau où nous sommes. Où les Porto-Nouveaux ont voté pour le PRD. Et au finish, c'est UP qui dirige Porto-Nouveau. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est le modèle que nous voulons? Les électeurs disent c'est celui-ci que je veux. Peut-être à 60%, à 70%. C'est le parti qui a 15% qui vient diriger la ville. Non, ne faisons pas ça. D'accord. La légitimité veut que c'est celui pour qui on a voté qui dirige. Comme ça, on est plus en symbiose avec sa population. Y a-t-il d'autres aspects importants pour qu'on puisse finir par là, que vous avez demandé en termes de réforme? nous avons aussi demandé que, je crois que c'est l'article 93, que au niveau des postes de vote, que les présidents des postes de vote, à la fin du scrutin, puissent délivrer systématiquement des procès-verbaux des postes de vote aux représentants des partis politiques. Parce que on a remarqué, la loi dit qu'il faut remplir autant de blocs qu'il faut pour distribuer. Mais par paresse, les présidents des bureaux de vote ne font pas cet effort-là.
Et nous avons voulu institutionnaliser ça et nous avons dit, si on ne le fait pas, c'est une faute pénale. C'est une faute pénale. Nous avons fait instaurer ça dans la loi pour qu'on oblige les présidents à délivrer la pièce. Qu'ils vous souviennent, quand nous étions allés à la Sénat, parce que nos représentants n'ont pas eu droit à ces pièces-là, on nous a dit que les pièces à leur niveau sont déjà caduques. Et pour que ça ne soit pas prochainement toujours continuer d'être caduque, nous avons estimé qu'il faut forcer et qu'il faut obtenir. D'accord. Voilà. Merci à vous, honorable Anouré Nouachadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Pensez-vous que ça puisse passer à l'Assemblée, ces propositions-là? Nous pensons que si nous avons la même vision, l'inclusivité, si nous avons la même vision... Est-ce que c'est le cas? Quand vous sondez un peu les visions, les positions des uns des autres, vous pensez que... Non, je ne vais pas faire des intentions. J'attends de voir si les camarades veulent la transparence. Je crois qu'ils doivent accéder à ça. Il ne sert à rien de tricher pour venir s'asseoir à l'Assemblée ou pour être président de la République. Il vaut mieux affronter l'électorat, obtenir vraiment l'assentiment des électeurs. Et lorsque vous sortez à l'extérieur, vous êtes fier de vous-même. Si ça ne passait pas, vous seriez déçu? Je serais beaucoup déçu. Je serais beaucoup déçu. Et nous avons fait en sorte que l'ensemble du groupe parlementaire porte ça? Oui, l'ensemble du groupe parlementaire. Oui, évidemment. Nous avons fait en sorte que l'opinion nous entende. Que l'opinion sache ce que nous voulons. Que l'opinion sache que nous recherchons la paix pour notre pays. C'est le credo de notre groupe parlementaire, c'est le credo de notre parti politique, la paix. Et c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup à vous, honorable Anouré Nouachadé, président donc, du groupe parlementaire Les Démocrates. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout. Bonne suite des programmes sur notre antenne. Merci beaucoup.